il faudra, à travers une série de mesures, préalablement simplifier la loi cinétique pour que la vitesse ne dépende plus que d'une concentration à la puissance d'un ordre que l'on cherchera à déterminer. On va supposer le cas suivant. On suppose deux réactifs A et B affectés des coefficients stoichiométriques -1 chacun pour donner le produit P. Soit on veut accéder à l'ordre partiel par rapport à l'un des deux, soit on veut accéder à l'ordre global. Donc si on veut accéder à l'ordre partiel par rapport au réactif A, on va travailler dans des conditions qui nous permettent de simplifier la loi cinétique pour que la vitesse ne dépende plus que de A, à la puissance de son ordre partiel. En effet, a priori, la vitesse dépend des deux concentrations des deux réactifs. Si je note alpha, l'ordre partiel par rapport à A, et bêta, l'ordre partiel par rapport à B, il s'agira ici de déterminer alpha. De ce fait, on va travailler dans des conditions telles qu'on puisse maintenir constante la concentration en B. Si la concentration en B est maintenue constante, nous ferons passer cette constante dans une nouvelle constante de vitesse qu'on appellera constante de vitesse apparente. Dans ce cas, la vitesse ne dépendra plus que de la concentration de l'unique réactif A, à la puissance de son ordre que l'on déterminera ultérieurement. On dit qu'on travaille dans ce cas dans les conditions d'une dégénérescence de l'ordre. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour maintenir constante la concentration en B. On va supposer que dans ces conditions, la concentration en B évoluera peu au cours du temps. Comment peut-on s'y prendre ? Par exemple, si B correspond à des protons, on peut tamponner le milieu. À ce moment-là, le pH de la solution ne va quasiment pas varier au cours de la réaction et la concentration des ions hydronium non plus. On peut éventuellement envisager d'introduire B en large excès par rapport à A. Et dans ces conditions, on va voir qu'également la concentration en B ne va quasiment pas évoluer. Je vais, pour vous l'expliquer, prendre un cas très concret. On va supposer au départ une mol de A pour 10-3 mol. Pardon, c'est le contraire. J'envisage donc 10-3 mol de A pour une mol de B. Donc j'introduis B en large excès par rapport à A. Dans ces conditions, à l'état final, la réaction étant totale, la totalité de A est consommée, 10-3 mol. On a également consommé 10-3 mol de B par rapport à 1 mol de départ. On peut considérer dans ces conditions que la quantité de matière de B n'a pas, ou quasi pas, évolué, puisque la quantité de matière de B a chuté uniquement de 0,1%, tandis que celle de A a chuté de 100%. Dans ces conditions, on va pouvoir effectivement simplifier la loi cinétique. La vitesse sera égale à K fois la concentration en B, qui est quasiment égale à sa concentration initiale, à la puissance de son ordre, fois la concentration en A, qui, elle, va effectivement évoluer sensiblement au cours du temps, et ce, à la puissance de son ordre. Cette constante va être appelée constante de vitesse apparente. On voit qu'à ce moment-là, la vitesse est simplifiée sous la forme constante fois la concentration du réactif A à la puissance de son ordre partiel que l'on va pouvoir déterminer grâce aux méthodes que j'expliciterai dans le paragraphe ultérieur, dans le paragraphe que j'ai noté petit 3. Alors bien évidemment, on va travailler dans ces conditions si on souhaite déterminer l'ordre partiel par rapport à A. Si on souhaite déterminer l'ordre partiel par rapport à B, tu comprends bien évidemment qu'il s'agira à ce moment-là de maintenir constant la concentration en A, par exemple en l'introduisant en large excès par rapport à B, de manière à ce que la vitesse ne dépende plus que de la concentration en B à la puissance de son ordre partiel. Si désormais on veut déterminer l'ordre global alpha plus bêta de la réaction, on va
être obligé de travailler dans les proportions stoichiométriques pour les réactifs. Alors, pour ce faire, je vais compliquer un tout petit peu l'exemple, puisqu'on va envisager une stoichiométrie 1 pour 2, pour les deux réactifs A et B. Et on va vérifier que dans les conditions des proportions stoichiométriques, la vitesse sera simplifiée. On suppose donc qu'au départ, on introduit C0 mol par litre de A et 2 C0 mol par litre de réactif B. À l'instant T, la concentration en A est égale à celle-ci, si X est toujours l'avancement volumique. La concentration en B est donc celle-là. Lorsque je consomme X mol de A, je consomme dans le même temps 2X mol de B. Et on se rend compte dans ces conditions, en mettant le 2 en facteur, que la concentration en B est à chaque instant égale au double de celle de A. Ce qui signifie que si on introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques à l'instant initial, il le reste à chaque instant. À chaque instant, la concentration en B reste égale au double de celle de A. Cette relation de proportionnalité entre les deux concentrations va me permettre de simplifier la loi cinétique. Dans ces conditions, si je remplace B par le double de la concentration en A, on s'aperçoit que la vitesse est égale à une constante, que je peux noter K', fois la concentration en réactif A à la puissance de l'ordre global alpha plus bêta. Grâce à aux méthodes que je vais expliciter ultérieurement et que j'avais indiquées dans le petit 3 de l'introduction, on va pouvoir accéder à ce fameux ordre global. Je vais donc résumer ce qu'on vient d'expliciter dans la partie 2. Si on travaille dans les conditions d'une dégénérescence de l'ordre alors la vitesse va s'exprimer sous la forme d'une constante de vitesse apparente fois la concentration du réactif, du seul réactif dont la concentration évolue, elle, sensiblement au cours du temps, à la puissance de son ordre partiel. Si par contre, on travaille dans les conditions de proportion stoichiométrique pour les réactifs, la vitesse va s'écrire sous la forme d'une constante fois la concentration d'un des réactifs à la puissance de l'ordre global. Dans tous les cas, on simplifie la vitesse, l'expression de vitesse, la loi cinétique, sous la forme V de R est égal à une constante, qui peut être éventuellement une constante de vitesse apparente, multipliée par la concentration d'un des réactifs à la puissance n, qui peut être, suivant les cas, l'ordre partiel par rapport à ce réactif, ou bien l'ordre global de la réaction. Nous allons donc maintenant utiliser ces notations-là pour poursuivre le travail, et en particulier, à partir des résultats expérimentaux auxquels on a pu accéder, à partir de la simplification de la loi cinétique, on va pouvoir, en confrontant les résultats expérimentaux à une étude théorique, déterminer un ordre, valider un ordre. Je vous propose maintenant de déterminer un ordre, une constante de vitesse, sur l'exemple de la décomposition du pentaoxyde de diazote que l'on a déjà rencontré précédemment et dont j'ai réécrit l'équation de bilan sous cette forme. Les espèces étant toutes en phase gazeuse, si on les assimile à des gaz parfaits, on pourra, en mesurant la pression totale à différents instants, la relier à la concentration du réactif, puisque c'est bien ce que la méthodologie que j'ai précisée la dernière fois nous invite à faire.
Effectivement, dans un premier temps, il faudra donc accéder aux concentrations, en particulier à celle du réactif, par l'expérience, sachant que je vous propose dans le tableau de valeur, non pas la concentration du réactif à différents instants, mais la pression totale dans le réacteur. Donc ces deux grandeurs sont donc à relier. Le travail avait été déjà mené précédemment. Je vous propose de le refaire très brièvement. Pour ce faire, j'avais précisé que nous avions besoin d'un tableau d'avancement ou d'un bilan de matière. Dans ces conditions, nous allons exprimer la concentration du réactif en fonction de l'avancement volumique. De la même manière, on va pouvoir exprimer la pression totale en fonction de l'avancement volumique afin de relier ensuite la concentration à la pression totale. Je le fais rapidement dans la mesure où je l'avais déjà précisé dans la vidéo précédente. Si à l'instant T, la concentration en réactif est celle-ci, X étant noté l'avancement volumique, celle des produits correspondent respectivement à 2X et 1,5 de X. La concentration totale des gaz est donc égale à la somme des concentrations du réactif et du produit présent à l'instant T et s'exprime donc de la façon suivante. Et de la même manière, on peut donc exprimer la pression totale dans le réacteur qui est égale à la somme des pressions partielles pour un mélange idéal de gaz parfait. Cette loi est d'ailleurs appelée loi de Dalton, sachant que chaque pression partielle s'exprime d'après l'équation d'état des gaz parfaits de cette façon-là. Donc, la pression partielle d'un gaz est égale à la concentration de ce même gaz fois le produit RT. RT, R, constante universelle des gaz parfaits, était température. On obtient donc une pression totale qui est tout simplement proportionnelle à la concentration totale des gaz et qui va donc s'exprimer de la façon suivante. Alors, je vous invite également à faire intervenir la pression initiale, puisqu'on voit apparaître ici la concentration initiale C0, sachant qu'au départ, on n'introduit que le réactif à la concentration C0. La pression totale dans le réacteur est directement proportionnelle à la concentration C0. En utilisant ces trois informations, on va pouvoir relier facilement la concentration du réactif à la pression au même instant et la pression initiale. En effet, si l'on isole la concentration, si l'on isole l'avancement volumique dans cette expression, on obtient X égale P total sur RT moins C0, le tout fois 2 tiers. On peut donc injecter cette expression dans celle de la concentration du réactif, C0 moins X. En remplaçant C0 par P0 sur RT, on obtient donc le résultat suivant. Mesurons la pression totale à l'instant T, mesurons la pression initiale, à la température de travail, on peut en déduire la concentration du réactif. Alors ensuite, dans ces conditions, compte tenu de la méthodologie, il s'agit dans un deuxième temps de simplifier éventuellement la loi cinétique. Je dis éventuellement, puisqu'ici, nous n'aurons pas à le faire dans la mesure où la réaction présente un réactif unique, la vitesse ne dépend donc que de la concentration de l'unique réactif à la puissance de l'ordre que l'on cherche à déterminer. Donc, dans un troisième temps, on va maintenant, à partir des données de l'énoncé, proposer une méthode qui permet de valider cet ordre. Je précise donc la définition de la vitesse. Si je la définis par rapport au réactif, elle va s'exprimer comme ceci. Et d'après la loi cinétique, la vitesse va s'exprimer de la façon suivante, sachant que l'objectif est donc de déterminer à la fois l'ordre, n, et la constante de vitesse à la température de travail. Alors on s'aperçoit
qu'on obtient ici une équation différentielle dans la concentration du réactif. L'idée est la suivante. Dans la mesure où on nous donne l'évolution de la pression, donc finalement de la concentration du réactif à différents instants, on pourrait avoir donc l'idée d'intégrer cette équation différentielle pour obtenir l'expression mathématique de la concentration du réactif à différents instants et de confronter cette étude théorique aux résultats expérimentaux afin de valider l'ordre. Donc je vous propose d'intégrer l'équation différentielle, c'est pour cela que la méthode utilisée s'appelle la méthode intégrale. Alors en cinétique chimique, vous aurez toujours affaire à des équations différentielles à variables séparables. D'un côté, on positionnera la variable concentration et de l'autre la variable temps. Et ensuite, nous intégrerons entre l'instant initial et l'instant t. Alors, on va supposer ici que l'ordre vaut 1, puisqu'on nous demande de valider cet ordre. Après avoir séparé les variables, on intègre à droite sur le temps, à gauche sur la concentration. Ici, entre l'instant initial et l'instant t, j'ai sorti la constante de vitesse de l'intégrale puisqu'elle ne dépend que de la température pour une réaction donnée, donc nullement du temps. Et j'intègre à gauche sur la concentration du réactif. À l'instant initial, la concentration du réactif est notée C0. À l'instant t, nous la notons comme ceci. Dans ces conditions, on intègre en logarithme népérien de la concentration pris entre C0 et la concentration à l'instant t, ce qui me donne la différence des deux logarithmes népériens, logarithme népérien de la concentration à l'instant t moins le logarithme népérien de la concentration initiale, ce que je peux présenter sous la forme du logarithme népérien du rapport de ces deux concentrations, qui va donc être égal à moins k fois t. On s'aperçoit donc que dans le cas d'une cinétique d'ordre 1, le Ln, le logarithme népérien de la concentration en réactif, va évoluer linéairement avec le temps. On peut donc confronter cette loi cinétique intégrée avec les résultats expérimentaux, puisque on peut alors en effet, je vais utiliser l'expression obtenue tout à l'heure pour la concentration en réactif que je vais injecter dans cette loi intégrée. Sachant que C0 est égal à P0 sur RT, d'après ce qu'on a précisé tout à l'heure. Dans ces conditions, on s'aperçoit qu'en présentant le résultat sous forme du logarithme népérien d'un rapport de concentration, on obtient le logarithme népérien d'un rapport de pression. Il n'était donc même pas nécessaire de connaître la température pour pouvoir valider l'ordre. Dans ces conditions, on peut dire que si la réaction est une réaction d'ordre 1, alors le logarithme népérien de 5P0 moins 2P total sur 3P0 égale moins KT. Alors il nous suffit maintenant de tracer la courbe représentative de l'évolution du logarithme népérien de cette grandeur en fonction du temps, et ce à partir des tableaux, à partir du tableau de valeurs, et donc des valeurs de pression totale reportées dans le tableau. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est donc de tracer éventuellement l'allure de la courbe correspondante. Dans la mesure où on nous demande de valider l'ordre 1, nécessairement, on aura bien une évolution linéaire entre le logarithme népérien de cette grandeur et le temps. L'obtention d'une droite nous permet donc de confirmer l'ordre.
Et nous faisons d'une pierre deux coups, puisque conjointement, nous pouvons déterminer la constante de vitesse à partir du coefficient directeur de la droite, puisque d'après cette expression, le coefficient directeur de la droite est égal à l'opposé de la constante de vitesse. N'oubliez pas que les constantes de vitesse sont des grandeurs positives, nécessairement, et ont une unité. Alors, plutôt que de réaliser ce tracé, on t'invitera en général à réaliser une régression linéaire. Par exemple, sur ta calculatrice, éventuellement en séance de TP, en utilisant certains logiciels comme le logiciel Regressi. Alors, lorsqu'on effectue une régression linéaire, sur la calculatrice par exemple, celle-ci va te dispenser les informations suivantes qu'il faudra reporter dans un sujet de concours, enfin dans une copie. Il faudra faire apparaître l'équation de la droite de régression linéaire. D'autant que la valeur du coefficient directeur nous permettra d'accéder à K. Donc sous la forme y égale ax plus b, a étant un coefficient directeur, donc ici l'opposé de k, il faudra bien sûr joindre la valeur du coefficient de corrélation carré, dont on admet en général que sa valeur doit dépasser en dernière limite 0,99 ou si l'on est plus exigeant 0,998 pour valider l'ordre. Alors là, j'ai quand même l'intention de faire quelques petites remarques concernant les résultats de la régression linéaire. Dans l'idéal, la seule connaissance de la valeur du coefficient de corrélation carré ne permet pas de conclure sur la validité de la linéarité. Il faut en général aussi joindre les points expérimentaux, le tracé de la droite de régression linéaire pour voir comment les points encadrent effectivement la droite. On va faire quelques remarques à cette occasion. En effet, on peut imaginer, en traçant le ln de la concentration du réactif au cours du temps, que les points sont quasi alignés, mais lorsque t, l'instant t, est suffisamment élevé, on peut éventuellement visualiser un écartement des points à la courbe. Dans ce cas, même si la valeur du coefficient de corrélation carré est satisfaisante, on pourrait soupçonner que la relation entre le logarithme népérien de la concentration et le temps n'est pas linéaire. Donc il faut être vigilant. Je vous propose une autre situation. La situation où, même si finalement la valeur du coefficient de corrélation n'est pas très élevée, peut valoir 0,95, 0,96, 0,97, il semblerait quand même, compte tenu de l'encadrement de la droite par les points expérimentaux, qu'on ait éventuellement une relation linéaire entre les deux grandeurs. Je fais une dernière remarque qui concerne les séances de travaux pratiques essentiellement. Il se peut que vous ayez un point qui semble s'éloigner beaucoup plus de la droite de régression linéaire que les autres. De ce fait, ce point sera dit point aberrant et je vous invite à ce moment-là à le retirer du tableau de valeurs et ensuite d'effectuer la régression linéaire sans ce point. Afin que vous puissiez tout de même vérifier chez vous les résultats, je vais vous donner mes propres résultats issus de la régression linéaire que j'ai réalisée sous excès. L'équation de la droite de régression linéaire est la suivante.
La valeur du quotient de corrélation au carré obtenu est celle-ci. Au vu de l'allure de la courbe et compte tenu de la valeur du quotient de corrélation au carré, on peut conclure sur la validité de la linéarité entre le logarithme népérien de la grandeur dépendant des pressions et du temps, ce qui nous permet de confirmer l'ordre 1. Et dans le même temps, d'en déduire la valeur de la constante de vitesse, qui est l'opposé du coefficient directeur de la pente, donc qui vaudra 5 10 moins 4 en seconde moins 1, d'après ce que l'on a dit tout à l'heure de l'unité d'une constante. Ceci dit, oui, les temps étaient indiqués en secondes dans l'énoncé, donc effectivement, la constante va s'exprimer en seconde moins 1. Donc, dans le cadre de cet exercice, on a appliqué ce qu'on appelle la méthode intégrale. Il s'agissait ici de vérifier qu'on avait affaire à une cinétique d'ordre 1. Je vais me permettre quand même de faire les calculs relatifs à une cinétique d'ordre 0 et d'ordre 2, puisque ce sont les trois cas qui sont à votre programme. Dans tous les cas, je peux donc réécrire la définition de la vitesse sous cette forme-là. Si je note A, le réactif, affecté d'un quotient stoichiométrique de moins 1, j'utilise donc les notations de tout à l'heure. Si l'ordre vaut 0, on obtient une équation différentielle très simple. Sous cette forme-là, la vitesse est alors constante. En séparant les variables et en intégrant entre l'instant initial et l'instant t, sachant qu'à l'instant initial, la concentration en A est notée à 0 et elle est notée à l'instant t, on obtient bien évidemment la concentration en A à l'instant t moins la concentration initiale est égale à moins K fois T. Dans le cas d'une cinétique d'ordre 0, la concentration évolue linéairement avec le temps. C'est un résultat que j'indiquerai en conclusion après. Je préciserai également tout à l'heure les unités de K qui, unité, dépend de l'ordre de la réaction. Dans le cas d'une cinétique d'ordre 1, on a réalisé l'intégration tout à l'heure et on a obtenu ce résultat. Dans ce cas, c'est le logarithme népérien de la concentration en A qui évolue linéairement avec le temps. Dans le cas d'une cinétique d'ordre 2, si j'écris l'équation différentielle correspondante, que je sépare les variables que j'intègre ensuite, comme tout à l'heure, entre l'instant initial et l'instant t, on va avoir une intégration de dA sur A carré en moins 1 sur 1. Dans ces conditions, l'expression intégrée est donc la suivante. Moins 1 sur A pris entre A0 et A de t. Ça nous fait donc moins 1 sur A de t moins 1 sur A0 égale moins KT. Ce qui, en multipliant par moins 1, me donne donc l'expression suivante. C'est l'inverse dans ce cas de la concentration en réactif A qui va évoluer linéairement avec le temps. On va donc rappeler brièvement ces résultats qu'il est judicieux de retenir le jour d'un concours, même si, lorsque vous devez valider un ordre le jour d'un concours, on attend que vous refassiez la démonstration en intégrant l'équation différentielle. Donc en conclusion, si on utilise bien évidemment la méthode intégrale, il est bon de retenir les informations suivantes. Si n égale 0, alors
la concentration en réactif évolue linéairement avec le temps. On va tout de suite préciser l'unité de la constante de vitesse, par exemple. D'après cette expression, on voit bien que le produit K fois T est homogène à une concentration. Dans ce cas, la constante de vitesse va être homogène à une concentration sur un temps. Si le temps est en secondes, on aura donc cette unité. Dans le cas d'une cinétique d'ordre 1, c'est désormais le logarithme népérien de la concentration en A qui évolue linéairement avec T. On peut trouver l'unité de K dans la mesure où le logarithme népérien n'a pas d'unité, le produit K fois T n'a pas d'unité, et dans le cas d'une cinétique d'ordre 1, l'unité de K est inverse de celle d'un temps. On peut le retenir puisque l'ordre 1 est rencontré très souvent. Si la cinétique est d'ordre 2, on peut voir que c'est désormais l'inverse de la concentration du réactif qui évolue linéairement avec le temps. L'unité de K se déduit de cette expression, K est homogène à l'inverse d'une concentration fois l'inverse d'un temps. On remarque bien évidemment que dans tous les cas, quel que soit l'ordre de la réaction, l'unité de K fait toujours intervenir l'inverse d'un temps, puisque nous intégrons ici à droite en K fois T. J'en ai terminé avec cet exercice. Je rappelle donc les points essentiels de celui-ci. Lorsque on travaille en phase gazeuse et que l'on mesure la pression totale, il faut être vigilant puisqu'on ne relie pas directement la pression totale à la concentration du réactif, mais on le fera via le tableau d'avancement. Premier point. Deuxième point, dans la mesure où le tableau reporte des valeurs d'une grandeur physique au cours du temps, il faudra penser à utiliser la méthode intégrale, supposer un ordre, écrire l'équation différentielle relative à la concentration du réactif, avant de séparer les variables, de l'intégrer, et de confronter la loi cinétique intégrée, c'est-à-dire l'expression mathématique de la concentration du réactif au cours du temps, avec les données expérimentales. Il faut donc être capable également de réaliser une régression linéaire, de savoir quelles informations concernant la régression linéaire faire apparaître sur une copie, ou sur un tableau le jour d'un concours, et être vigilant quant à la validation d'une relation de linéarité. La seule valeur de R carré, coefficient de corrélation carré, ne suffit pas a priori. Il faut conjointement regarder comment les points expérimentaux encadrent la droite de régression linéaire pour pouvoir conclure. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres exercices de cinétique.